Et ce webinaire, l'Europe, c'est nous, est organisé par le Mouvement européen de Loire-Atlantique en coopération avec la Maison de l'Europe à Nantes. Maison de l'Europe à Nantes. Et donc, à Nantes, nous sommes bien équipés en structures intéressées par les questions européennes. Nous allons faire un petit tour de table rapide avec les différents intervenants, puis lancer le webinaire en rappelant et en soulignant que notre effort ici porte sur une petite mosaïque de témoignages. Donc, nous n'avons pas vocation à faire un webinaire institutionnel comme il y en a beaucoup. Aucun de nos témoins représente en soi son propre pays, mais par contre, nous savons et vous savez que nous parlons finalement peut-être assez peu de la vie quotidienne des uns et des autres dans les différents pays. Et il nous semblait intéressant, avec 4 pays qui vont être la Roumanie, la Grèce, le Portugal et la Belgique, de nous intéresser à la vie quotidienne, la crise sanitaire, la crise économique, la crise sociale, et finalement, qu'est-ce qui se passe dans nos différents pays. Et puis, nous sommes tous dans un contexte européen, donc nous avons des points communs. Eh bien, peut-être, Anaïs, tu te présentes et tu nous expliques aussi ce que c'est que le mouvement européen, si tu veux bien. Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints dans ce webinaire. Merci Olivier pour cette proposition de co-animation. Donc, je suis Anaïs Girard, présidente du Centre culturel franco-roumain à Nantes, association créée il y a maintenant une petite année et qui est membre de la Maison de l'Europe à Nantes et donc partenaire d'Europe à Nantes. Je fais également partie du mouvement européen 44. Et le mouvement européen, c'est une association qui est transpartisane, qui promeut l'Europe fédéraliste, le développement d'une Europe fédéraliste, qui a pour objectif de faire de la vulgarisation et de la sensibilisation sur les sujets européens. Nous avons en 44, dans le département du 44, une structure qui est… 44, c'est la Loire-Atlantique, hein. Oui, pardon, la Loire-Atlantique, voilà, donc dans l'ouest de la France. Une structure qui regroupe une vingtaine de membres, dont un bureau très actif composé de 7 personnes, 7 membres très actifs et qui participent à des webinaires, organisent des webinaires en temps de hors Covid, des conférences et différents rendez-vous avec les citoyens nigériens. Voilà. Bon, merci beaucoup Anaïs. Nous allons effectivement partager notre temps de parole. L'autre animateur est membre du même mouvement européen et donc ravi de cette opportunité. Et Fernando, est-ce que tu peux te présenter brièvement si tu veux bien? Donc ta voix vient de Lisbonne. Oui, je m'appelle Fernando Cabral. J'ai 70 ans. Je suis vraiment le plus jeune de ce groupe. J'ai passé ma vie professionnelle fondamentale dans le ministère du Travail. Et après quelques années, 8 ans, je pense, dans le bureau juridique de l'entreprise. Maintenant, je suis en retraite et je passe une partie chaque année ici au Portugal et autre partie chaque année au Brésil pour raisons familières. Nous sommes en transhumance chaque année. Dans ce moment, je suis pas à Lisbonne, mais aux côtés de Porto. Et merci pour l'invitation pour participer dans ce groupe. Comme je suis en retraite, je suis un peu au dehors des grands débats, mais j'ai profité de l'opportunité pour réfléchir un peu sur la situation du Portugal et même un petit peu sur la situation du Brésil, si vous voulez que j'ai fait quelques informations et quelques opinions que j'ai sur ce pays-là. Bon, merci Fernando. Nous allons te garder comme 4e témoin et effectivement avec une voix portugaise mais aussi brésilienne puisque tu as l'avantage et le mérite de passer une partie de ton temps au Brésil.
Et je laisse la parole à Julie pour une courte présentation. Merci déjà Olivier pour l'invitation. Je suis Julie Mouquet, j'ai 25 ans. Je suis actuellement en poste à l'Institut français d'Athènes. Je suis en VIA, donc c'est un contrat de 2 ans pour les jeunes diplômés en général de master. C'est des contrats qui sont proposés par le ministère des Affaires étrangères, en général donc sur des postes diplomatiques ou de diplomatie culturelle. Donc voilà, je suis à Athènes sur un poste de chargé de mission coopération scientifique et universitaire pour 2 ans et je termine bientôt donc mon séjour athénien. Voilà. Donc, contrairement à Fernando qui est portugais, toi tu n'es pas grec, mais tu es une Exactement. Française vivant en Grèce et connaissant bien la vie quotidienne en Grèce. Exactement. Eh bien, je laisse la parole à Ion. Bonsoir tout le monde. Merci Olivier et Anaïs pour l'invitation. Je m'appelle Ion Petrovaï, je réside à Cluj, au milieu de la Transylvanie. Je suis médecin par éducation à l'université. Par contre, je ne travaille pas comme médecin, je travaille dans une organisation non gouvernementale qui s'appelle Fresh Blood, Sang Frais. Bon, vous imaginez que la Transylvanie doit jouer une petite place dans cette dénomination. Et aussi, j'enseigne à l'université à Babeș-Bolyai, qui est la plus grande université de Roumanie. Et j'enseigne là en anglais. Et je partage un rapprochement avec le français depuis très 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 longtemps. J'ai appris le français avant que je n'apprenne l'anglais. Et je suis très très heureux de partager notre expérience dans cette dernière période très, très particulière ce soir. Bon, merci beaucoup, Ion. Et puis aussi remerciements dans notre panel aux 2 non-francophones. Donc, nous allons faire l'effort aussi de parler un français aussi simple que possible. Et vous avez le droit aussi de nous dire que vous ne comprenez pas des choses que nous pouvons dire en français. Avant de laisser la parole à Pascal, je ne dois pas oublier non plus de saluer les participants, leur dire que nous allons privilégier le temps de parole avec nos témoins, nos intervenants, mais naturellement, nous sommes attentifs à ce que vous puissiez réagir, notamment dans le chat. Et en fonction du chat, on va effectivement essayer d'être le plus actif possible. Mais je laisse la parole à Pascal qui va se présenter. Et puis après, je reste avec Pascal pour un quart d'heure, petit quart d'heure belge. Voilà, bonjour Olivier, bonjour à tous. Donc moi je suis Pascal Cornette, je suis médecin, interniste gériatre, responsable d'un service de gériatrie dans un grand hôpital bruxellois, on va le dire comme ça. Je suis aussi professeur de médecine dans une université francophone. Voilà. Bon, merci Pascal. Alors effectivement, on va commencer par toi et parler un petit peu de Belgique et puis je suis attentif en regardant Anaïs qui va me faire un grand signal si vraiment on excède nos 10-15 minutes, mais c'est par souci vraiment de répartition du temps entre les 4 intervenants. L'idée, c'est évidemment de parler de Belgique, qui n'est pas un pays qui est finalement si connu des Français. Je vais te laisser compléter. Moi, ayant vécu assez longtemps en Belgique, j'aurais tendance à dire aux Français, n'oubliez pas que c'est votre voisin qui a 11 millions d'habitants, qu'en Belgique, il n'y a pas que des francophones, il y a une majorité de flamands, qu'il y a une communauté très cosmopolite à Bruxelles, que c'est un pays à structure fédérale, avec un point important pour les régions. Ceci, tu vas le développer, a sûrement beaucoup d'importance sur la gestion d'une crise sanitaire. Et puis, tout ce que les gens savent ou ne savent pas sur la Belgique. Donc, peut-être je commence par une question un petit peu générale. Finalement, la Belgique, c'est quoi? Et qu'est-ce que toi, qui connais bien la Belgique, mais qui connais bien aussi la France, pourrais avoir envie de dire à notre public français pour qu'il n'y ait pas d'erreur et que les gens ne confondent pas, n'aient pas l'impression que la Belgique, c'est la France en plus petit, comme parfois ils ont l'impression que l'Europe, c'est la France en plus grand. Ça, je ne suis pas tout à fait sûre d'ailleurs. Donc, oui, je pense que tu l'as dit, hein, la Belgique, effectivement, ce sont 3 communautés, mais surtout, on va dire 2 grandes communautés qui sont
fort différentes l'une de l'autre, déjà par leur langue, et puis aussi peut-être par la culture, parce que effectivement, même si nous avons des points communs entre le nord du pays, c'est-à-dire ceux qui parlent le flamand, et le sud, la Wallonie, qui parle le français, il y a quand même quelques petites différences culturelles. Et puis au milieu de tout cela, il y a Bruxelles, qui est la capitale de la Belgique, mais aussi la capitale de la Flandre. C'est vrai que la région wallonne, elle a pris comme capitale une ville du centre de la Wallonie qui est Namur. Et donc, ben, on plante déjà le décor qui effectivement est assez complexe sur le plan institutionnel, avec trois communautés, parce qu'à cette communauté francophone flamande, on ajoute aussi une communauté qui est germanophone. Il y a une trentaine de milliers de personnes qui parlent l'allemand dans notre pays. Et puis, il y a trois régions également qui ne sont pas tout à fait, on va dire, semblables aux communautés. La région flamande, la région bruxelloise et la région wallonne. Voilà, ou on va dire plutôt la région Wallonie-Bruxelles, puisque pour certains aspects, ces deux régions font cause commune. Et donc, bah, vous imaginez bien que le début de la gestion sanitaire, quand il a fallu prendre des décisions institutionnelles, ça n'a pas été simple, puisqu'il y a autant de ministres qui se partagent les diverses compétences de la santé, que ce soit la prévention ou la prise en charge, donc la vaccination. Ce ne sont pas les mêmes ministres de la santé que ceux qui s'occupent des soins de première ligne ou des structures hospitalières. Donc, tout était simple en Belgique. Je pense qu'on a 7 ou 8 ministres différents qui se partagent le portefeuille de la santé et les différentes prérogatives. Les choses vont un tout petit peu mieux au fur et à mesure que la crise évolue, parce que je pense que les gens ont quand même appris à se connaître. Et j'ai le sentiment, mais sans doute que c'est un sentiment personnel, c'est que le gouvernement actuel qui gère cette crise depuis l'été, puisque c'est un nouveau gouvernement depuis cet été, est un petit peu plus cohérent, on va dire, dans ses décisions. Voilà. Oui, c'est ça. Alors, bon, tu as raison effectivement de planter le décor en nous rappelant la complexité du système administratif et politique belge. La Belgique qui a un nouveau gouvernement très arc-en-ciel depuis quelques mois. Mais là-dedans, finalement, comment est-ce qu'on s'y retrouve entre qui finalement décide sur les mesures à prendre face à une crise sanitaire? L'essentiel des décisions, c'est le gouvernement fédéral en temps de crise. Maintenant, il faut effectivement composer, comme toujours en Belgique, hein, c'est l'art du compromis avec les différentes régions et les différentes communautés qui, elles, doivent appliquer les mesures qui sont décidées et qui n'ont pas toujours le même avis. Et donc, il y a, et ça c'est le côté, on va dire, surréaliste de la Belgique, des petites adaptations dans les mesures qui sont prises. Les Flamands font un couvre-feu à partir de minuit, les Bruxellois 22 heures ou les Wallons 22 heures. Enfin, voilà, chacun adapte un petit peu les heures en fonction de ses décisions communautaires et régionales. Bon, très bien. Ben, je resserre un tout petit peu la focale en me disant que crise sanitaire, évidemment, là, on a planté le décor. Toi qui as une fonction de chef de service dans un grand hôpital et dans le respect aussi du secret médical, donc tu ne vas pas forcément tout nous dire. Quand une pandémie de cette nature vous tombe sur la tête, qu'est-ce qui se passe concrètement? Et finalement, quel a été ton quotidien la dernière année? Ça fait un an, un peu plus d'un an maintenant, hein, qu'on décrétait ce qu'on appelle le plan d'urgence hospitalier, c'est-à-dire que du jour au lendemain, les hôpitaux ont dû s'adapter à la prise en charge d'un grand nombre de malades Covid avec une maladie qu'on ne connaissait pas bien au moment du premier confinement et de la première vague. Les choses sont différentes aujourd'hui. Le profil des patients s'est aussi modifié. On a dû déprogrammer toute une série d'activités qui étaient organisées. On a dû déprogrammer des chirurgies. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on vient de recevoir une circulaire fédérale. On recommence à nouveau. On va devoir déprogrammer
des activités planifiées pour laisser de la place aux malades Covid qui arrivent à nouveau en plus grand nombre dans nos structures et surtout qui ont besoin de soins intensifs. Et je pense que c'était ça la difficulté. Il fallait réserver l'essentiel des soins intensifs aux personnes qui étaient atteintes d'un Covid sévère. Et donc, on n'avait plus de place pour prendre d'autres structures, d'autres maladies. Ça a été ça le plus difficile, alors pas tant dans mon service en gériatrie parce que nous faisons déjà essentiellement de l'urgence. 90% des patients que nous les accueillons pour des problématiques urgentes, mais évidemment, le profil de nos patients s'est modifié, c'était des malades Covid. Donc pendant la première vague, nos 2 unités de gériatrie, ici, 50 lits, ont été adaptés, ont pris des malades Covid avec, évidemment, puisque ce sont des personnes âgées, une mortalité qui était très élevée. Donc, nos équipes ont dû faire face. Je pense que ce sont des chiffres qu'on trouve dans la littérature, dont je ne peux pas, ce n'est pas un secret, mais on a eu près de 50% de mortalité dans nos unités. Donc, c'était très, très difficile à vivre. Et puis, les choses se sont apaisées au cours de l'été. On n'a pas tout à fait retrouvé un fonctionnement habituel. La deuxième vague nous a un tout petit peu épargnés, nous qui accueillons des patients très âgés. Et dans notre structure hospitalière, c'est vrai qu'elle a pu être un petit peu mieux gérée. On n'a pas retrouvé des chiffres importants de patients. Et puis arrive maintenant, alors que on a été sage à Noël et qu'on pensait échapper à une 3e vague parce que c'est vrai qu'on s'est dit en janvier, février, quand on voyait le nombre de malades Covid réaugmenter, par exemple en France, on s'est dit, oh là là, en Belgique, pour l'instant, on est un petit peu plus au calme. Eh bien non. Voilà, je pense que le variant anglais qui est plus contagieux et sans doute plus agressif dans certaines situations, il est là et c'est l'essentiel maintenant des contaminations et des malades. Donc là, la situation n'est pas fameuse. En même temps que je parle, j'encourage si l'un ou l'autre dans le chat veut poser une question à Pascal sur la Belgique, c'est le bon moment. Et sinon, je vais en formuler une autre qui est, alors le gouvernement fédéral peut-il imposer aux régions des décisions qu'elles ne souhaitent pas? Eh bien voilà, posons-nous cette question-là. Est-ce qu'il peut imposer vraiment aux régions des décisions qu'il ne souhaite pas? Je pense que quand on est dans une situation de crise, oui, et d'ailleurs, il y a eu des directives en ce sens, ou des modifications en ce sens, oui, je pense que ça a été le cas. Oui. Et puis, bon, l'autre question aussi qui nous intéresse dans un contexte européen, c'est évidemment la relation de la Belgique et de ses voisins. Donc, parce qu'on a connu tous ça, on a parlé tous de confinement, on a tous connu des premiers et des deuxièmes confinements. La situation de la Belgique, pays avec forte densité de population, entouré de nombreux voisins. Quelle est la situation actuellement? Si je suis belge, est-ce que je peux circuler facilement, librement, ou est-ce que je suis confiné et comment est-ce que je suis confiné actuellement? Alors pour l'instant, on est dans on va dire un semi-confinement, c'est-à-dire que seuls les magasins essentiels, par exemple, sont ouverts. Le week-end dernier ont été à nouveau refermés tous les services de proximité, les coiffeurs, les esthéticiennes, etc., et les magasins non essentiels. Et essentiel, non essentiel, vous n'avez pas forcément la même définition que les Français. Hein? Donc, essentiel, c'est essentiellement l'alimentaire. Les supermarchés, l'alimentaire, les marchés sont ouverts à l'extérieur, les jardineries, les magasins de bricolage, ceux-là sont devenus essentiels, ils sont ouverts aussi. Voilà, je n'ai pas la liste comme ça en tête, mais effectivement, on est dans cette situation et depuis Noël, un peu après, je pense que c'est arrivé fin janvier, début février, à l'occasion de ce qu'on appelle ici le congé de carnaval. Les librairies sont ouvertes, je le vois dans le chat. Bon, oui. Les librairies ouvertes, eh bien ça c'est une bonne nouvelle, sauf que de toute façon, de France en Belgique, on ne passe pas actuellement. On ne passe pas, voilà. Donc les Belges ne peuvent pas voyager, les voyages non essentiels ne sont pas autorisés. Et donc, il faut effectivement, pour quitter le territoire, des bonnes raisons. Et quelle est ton évaluation de ce qui va se passer sur la crise sanitaire vue de Belgique? Est-ce qu'on peut être
Pessimiste, très pessimiste, un peu optimiste ou bien très réaliste? Bah, on espère tous, comme tous les autres, que le vaccin va pouvoir être donné à un maximum de citoyens et le plus rapidement possible, parce que c'est clairement la clé de la prise en charge. On le voit dans mon service, par exemple, où j'accueille en moyenne des personnes qui ont 85 ans et plus. On a beaucoup moins de patients pour l'instant et les patients Covid ne sont plus des personnes âgées. Ce sont des personnes qui ont entre 40 et 70 ans pour le moment. Et donc, les personnes qui sont vaccinées ne sont heureusement pas malades. Donc, le vaccin, ça marche. Et on espère que la campagne de vaccination va monter en puissance. Mais comme tous les pays, on a été tributaire des livraisons de vaccins. Et effectivement, la population, elle, est relativement réceptive, je pense, au vaccin. Par exemple, dans notre hôpital, on est arrivé à plus de 75% de vaccination. Ça n'a pas été dans tous les hôpitaux comme ça. Il y a des hôpitaux qui ont fait mieux, il y en a qui font moins bien. On est relativement content de ce taux de vaccination dans notre structure hospitalière. Mais je pense que la population, elle, est demandeuse que la campagne avance beaucoup plus vite. Bon, merci beaucoup Pascal. J'ai presque fini le quart d'heure belge. Je vais finir tout de même avec les dernières questions du chat. Donc, il y a une question de François qui demande quelles sont les frontières encore ouvertes avec les pays voisins. Tu y as répondu partiellement. C'est aucune, sauf motif vraiment très valable. Oui, alors par rapport à l'Europe, c'est effectivement aucune, sauf motif essentiel pour les citoyens belges. Je pense qu'il y a, pour les pays qui sont en dehors de l'Europe, encore plus de restrictions. Sauf voyage professionnel, regroupement familial, enterrement, des choses comme ça. Bon, et puis je vais prendre la dernière question, qui est une question aussi d'actualité un petit peu partout, qui est la question de l'ouverture ou fermeture des établissements scolaires. Il y a eu toute une polémique tout récemment avec les ministres de l'Éducation en Belgique, mais vous allez vers une fermeture ou un maintien de l'ouverture? Alors, pour l'instant, les écoles primaires ont été fermées. Donc, normalement, à partir de ce week-end commençait ce qu'on appelle en Belgique les vacances de printemps. Il y a 2 semaines de congés après le week-end de Pâques. Eh bien, ces vacances ont été anticipées d'1 semaine. Donc, les élèves sont déjà à la maison cette semaine. Et à l'université, puisque je donne cours aussi à l'université, on a eu 1 semaine de passage en code orange, c'est-à-dire qu'on pouvait autoriser le bimodal, le présentiel, mais pour seulement 1/5 des étudiants avec des conditions strictes. Eh bien, ça a duré 1 semaine, on est repassé en code rouge et j'ai donné cours ce matin via Teams. Bon, merci beaucoup. Je vais dans un instant passer la parole à Anaïs, mais je vais prendre tout de même la dernière question parce que maintenant les gens se passionnent pour la Belgique et ils ont bien raison. Et ça, c'est une question pour toi aussi. Quel est le type de vaccin utilisé le plus en Belgique? Et le taux de vaccination éventuellement? La Belgique, comme tous les pays européens, vous le savez, ont acquis à peu près, je pense, tous les vaccins. Dans notre hôpital, on a vacciné au début avec Pfizer, essentiellement. Et on a eu aussi de l'AstraZeneca. Et le Moderna a été distribué en fait, dans d'autres structures hospitalières. Donc, on vaccine pour l'instant avec les 3. Bon, eh ben, écoute. Le Johnson & Johnson. Bon, super. J'ai déjà un petit peu abusé. Merci beaucoup, Pascal. Nous allons passer en Roumanie et c'est Anaïs qui a la main et puis elle va garder la main pour parler aussi avec Julie sur la Grèce et puis moi je reprendrai le relais avec Fernando qui écoute très attentivement parce que le Portugal et le Brésil ça nous intéresse aussi. Vas-y Anaïs. Merci Olivier, merci beaucoup Pascal pour ce témoignage, c'était très intéressant. Moi-même je n'en savais pas autant sur la situation en Belgique, donc merci beaucoup. Alors effectivement, on va partir en Roumanie. Yon, merci d'être avec nous. Bună seara. Bună seara. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques mots sur la Roumanie de manière générale? Je pense que nos spectateurs
connaissent grosso modo, mais pas forcément dans les détails, mais juste quelques éléments sur la population. Et puis vous êtes basé à Cluj, donc peut-être aussi quelques éléments sur Cluj. Juste, on pourra parler aussi peut-être de la relation entre Nantes et Cluj. Les deux villes ont signé sont partenaires depuis la fin des années 80, début des années 90. Donc il y a des liens entre les institutions, notamment au niveau municipal. Donc pareil, il y a des liens intéressants entre Nantes et Cluj, mais la France et Cluj, si vous voulez bien nous en parler. Je vous laisse la parole. Merci. Oui, il y en a vraiment beaucoup de choses à dire, mais volontiers avant tout. Donc, je viens de Roumanie. Roumanie, c'est un pays en Europe de l'Est. Ça dépend où vous mettez l'Europe centrale ou l'Europe de l'Est. À vrai dire, le centre géographique de l'Europe, c'est je crois, 15 km au-dessus de la frontière roumaine en Ukraine. C'est ça le centre géographique. Après, on discute longtemps où est le vrai centre de l'Europe. Donc, Roumanie, à peu près une vingtaine de millions d'habitants, mais plutôt 19 millions. Il y a une très grande diaspora roumaine, sans doute vous en êtes au courant. Donc, il y a à peu près 1 million de... la Roumanie étant un pays latin, du point de vue culturel, donc a un grand héritage latin. On a gardé pratiquement le seul héritage latin dans l'Europe de l'Est, comme on dit, une île latine dans une mer slave. Donc, tous les pays autour ne parlent pas forcément une langue d'influence latine. Et, donc, on a une grande diaspora en Italie, on a une grande diaspora en Espagne, peu en Portugal, mais on a beaucoup de Roumains qui sont maintenant en France, et voire beaucoup de médecins. Donc, comme j'avais dit, j'avais fait mes études en médecine à Cluj, j'ai fini il y a 20 ans, donc on a eu il y a 3 ans la réunion de 20 années de fin de l'année, et il y avait pas mal de mes collègues qui sont basés en France, un peu partout. C'est des praticiens dans beaucoup de services. Et, bon, la France, on a eu besoin. La France, on les a reçus, ils sont contents. Donc, comme ça, il y a une ouverture du point de vue culturel aussi. Mais même, je crois que à peu près dans tous les hôpitaux de France, il y a un médecin qui est roumain. Donc, moi, j'ai mes collègues à Pitié-Salpêtrière, pour ne dire rien de plus. Donc, après, je suis basé à Cluj qui est dans Transylvanie. Transylvanie, ça c'est marrant, mais bon, c'était un pays, c'était un principat il y a 100 ans. Il faisait partie du royaume de l'Hongrie, mais c'est devenu part de la Grande Roumanie en 1918. Et dans ce contexte, il y a toujours des différences culturelles entre les différentes régions de la Roumanie. Donc, c'est-à-dire la Transylvanie, influence nord-ouest, plus proche, disons, de l'esprit autrichien, de l'esprit occidental. Après, c'est la Moldavie avec une influence slave un peu plus prégnante. Et le sud avec Bucarest et une influence balkanique. C'est marrant, mais je dis toujours, si vous voulez voir un pays en Europe qui est toutes les cultures, vous devez aller en Roumanie, puisque là, dans 3 jours, vous allez visiter 3 parties de l'Europe. Et en plus, on reste francophone, de moins en moins, malheureusement, puisque, bon, moi, j'ai appris le français quand c'était plus intéressant que l'anglais, mais ça, c'était il y a... avant la Révolution, 1999. Je le garde proche de mon âme, puisque bon, pour moi c'est important. Et il y a eu une grande période où la diaspora romaine a été très inspirée par la Révolution française et par tout ce qui se passait en France. Bon, ça se voit. En plus, mes parents sont professeurs de langue roumaine et ils ont appris aussi le français. Voilà. J'ai été assez surprise le mois dernier, le mois de mars, on est encore au mois de mars, c'est le mois de la francophonie. Et dans le cadre des activités de la Maison de l'Europe et du Centre culturel franco-roumain, on a lancé un quiz sur la francophonie en partenariat également avec la ville de Nantes. Et la Roumanie a 4 millions de francophones.
Donc, sur une population d'environ entre 19 et 21 millions, il y a 4 millions de francophones. Donc, c'est vrai que Il y en a, c'est je dirais, l'ancienne génération, surtout les médecins. Donc, parmi ouais. mes collègues et mes professeurs, tout le monde parle français, puisqu'en plus, ils ont fait des stages en France après la Révolution. Mm. Ils ont lu beaucoup de livres en français. Et moi, Mm. même maintenant, j'essaie de lire en français, si possible, même si l'anglais, c'est un peu partout. Voilà. En parlant de ça, Cluj, juste pour revenir un petit peu sur Cluj et notamment le lien avec la médecine, on parlait effectivement du Oui. nombre de médecins roumains qui sont en France, mais il faut mentionner le fait qu'il y a énormément d'étudiants français francophones qui vont en Roumanie et notamment sur Cluj pour faire leurs études de médecine. Vous avez été enseignant à l'université, est-ce que vous pouvez nous en toucher deux mots et puis peut-être après partir sur les effets de la crise Covid au niveau de l'enseignement, par exemple? Oui, Ouais. donc j'enseigne pas à l'université de médecine, j'enseigne l'université générale qui s'appelle Babes-Bolyai, mais je suis au courant de ce qui se passe dans l'université de médecine. En effet, à Cluj, on a trois lignes d'enseignement. On a une ligne en roumain, bien évidemment, mais on a aussi une ligne en français et une ligne en anglais. Et pour la ligne en français, il y a bien sûr les étudiants de France qui choisissent la Roumanie. Mais même à Cluj, une concurrence assez grande. La dernière fois, je sais que c'était quatre applicants pour une place Oui. en termes d'un concours. Donc c'est au dossier, mais ils sont assez ils peuvent Ils sont demander assez exigeants. Il y a même assez exigeants, une je dirais. condition supplémentaire qui est que les étudiants aient un certificat ou une lettre de recommandation d'un médecin français pour qu'ils puissent aller ils puissent aller étudier en Roumanie. Oui, donc je sais qu'ils se permettent d'être plus exigeants en comparaison, par exemple, par Iași, qui est une ville en est de l'Roumanie, où là, il y a aussi une Mm. ligne de français. Et, Mm. malheureusement, la faculté de médecine a été affectée, c'est-à-dire, donc, bon, ils sont partis sur une vaccination et les cours et les stages tous les 2 semaines par rotation, mais après ils ont arrêté puisque maintenant on est dans la troisième vague. Donc Mm. ça a plus marché. Il y a beaucoup d'étudiants français qui sont revenus en France et qui font les cours online, bien Mhm. évidemment. D'accord. Et nous, à l'université, on est online depuis une année. Ils ont essayé de faire, disons, des tentatives sur ces domaines où c'était plus difficile. Par exemple, pour les labos, si tu dois faire des expériments dans le labo, c'est plus dur. Bon, moi, j'enseigne à l'université de la santé publique. Donc là, Mhm. on peut travailler online et même ça marche dans certains moments un peu plus facilement. C'est-à-dire que les étudiants, ils parlent moins, mais si on les pose des questions et des quiz, ça marche. Donc c'est une nouvelle façon de faire les choses. Pas forcément la meilleure, mais il faut s'adapter. Comme on voit Ouais. dans les films science-fiction, les gens s'habituent à quoi que ce soit, pourvu qu'il y a du temps pour l'adaptation. Mhm. Donc, on n'est pas très content. Maintenant, le grand souci, c'est l'enseignement primaire, comme se disait auparavant. Ouais. Maintenant, Roumanie est en train d'adaptation en termes de complications et de décisions pour ouvrir ou pas les écoles. Euh, on a eu Et là, les écoles primaires sont fermées? non. Donc, au début, on a fermé tout, incluant les maternelles. Je sais, puisque la plus petite de mes filles, c'est en maternelle. Donc, ils ont tout fermé. Ça a duré 3 mois, à peu près. Et après, ils ont ouvert les maternelles et ils ont ouvert les écoles et gardent l'école primaire. Et dans les villes où vraiment le taux d'infectation ne dépasse pas un certain niveau. Mais D'accord. maintenant, puisque le grand souci, c'est les classes finales. En Roumanie, à la fin de chaque cycle, par exemple, fin de gymnase, fin de lycée, il y a un examen qui Ouais. est décisif pour la prochaine étape. Donc, ton résultat va influencer
où tu iras au lycée, où tu pourras rentrer à la faculté. Donc maintenant, la décision a été de garder, tout le monde est en ligne, les primaires et les maternelles vont physiquement, et les classes du dernier cycle, c'est-à-dire la 8e, on dit, ou la 12e pour nous, la terminale, ils font maintenant soit présence, soit alternatif. C'est-à-dire, une demi-classe va à l'école, puisqu'ils ont dit que, bon, en Roumanie, la classe, c'est 30 élèves. 30, c'est beaucoup en termes de encombrement au niveau de la classe. Et ils ont dit, on garde hybride, c'est-à-dire une moitié, c'est à l'école, l'autre moitié, c'est en Teams. C'est sur Teams, ils utilisent Teams. C'est pas idéal, mais c'est une façon de faire des choses avancées. Je ne saurais pas comment ça va se passer. Les examens doivent se passer, donc tout le monde doit passer un examen fin juin. Ça doit être seulement fait en physique, en présence physique, donc avec tous les masques. L'année dernière, on était sur une certaine décroissance, donc ça s'est bien passé. Cette année, on espère que maintenant les mesures qu'ils ont prises auront un bon impact pour garder les choses sous le contrôle. Et après, il y a aussi la vaccination qui avance, mais pas suffisamment vite à mon avis. Ils doivent accélérer dans la prochaine étape. Ils ont réussi à vacciner avec 2 doses seulement 1 million de personnes. Je suis vacciné en étant enseignant à la faculté. Donc, les étapes ont été médicales, personnel médical, personnes à risque, au-delà des 65 ans. Après, personnel support dans les différentes institutions. Et maintenant, c'est ouvert à tout le monde. Donc, tu peux te programmer et tu peux te vacciner. Donc, il y a suffisamment de vaccins. Maintenant, on peut Quels sont les vaccins que vous avez? Tous les vaccins. On a tous les vaccins. Il y a une certaine appréhension envers AstraZeneca. Ça, on comprend. Donc, j'ai été vacciné avec Pfizer puisque j'ai été programmé au mois de janvier. D'accord. Et j'ai été vacciné en mars seulement. Et deuxièmement, on a eu le plus de Pfizer jusqu'à maintenant, très peu de Moderna. Et maintenant, on a AstraZeneca. Et on utilise. Mais il y a certains centres où les gens avec AstraZeneca ne sont pas tellement intéressés. Donc, ils font des évaluations. Ça pourrait être mieux, je dirais. D'accord. Okay. Bon, donc du coup, la campagne de vaccination continue. On a une question dans le chat. Oui. Est-ce que vous avez le vaccin russe? Non. Non, la Roumanie et avec la Russie, on n'est pas très grands amis. Donc, vous savez, la Bessarabie, c'est la République de Moldavie, c'est une ancienne partie de Roumanie qui a été occupée par la Russie tsariste et nous, on n'aime pas ça. En effet, notre Moldavie, c'était 2 Moldavies, la Moldavie roumaine et la Moldavie République. Donc, on n'aime pas trop la Russie. En plus, on a des bases NATO, aux bases OTAN sur le territoire. Et là, les Russes n'aiment pas ça non plus. Effectivement, il y a de l'eau dans le gaz, entre guillemets. Les relations ne sont pas trop fluides. On a eu également une question de François par rapport aux compétences. Et après, on clôturera et on passera en Grèce. La dernière question. François qui nous demande, on dit que beaucoup de jeunes Roumains d'un bon niveau de formation sont partis de Roumanie et qu'ils manquent de compétences maintenant. Est-ce vrai? À une certaine dimension, c'est peut-être vrai, puisque moi, je suis vraiment soucieux. Une partie de mes collègues sont des médecins en France, comme je dis. Donc, ils ont déjà des familles, donc ils vont rester là-bas. Une autre partie, c'est que maintenant, il y a l'intérêt surtout des meilleurs de partir pour faire les études à l'étranger. Et pas forcément en France, puisque
La France n'a pas une très bonne image académique, je dirais, en Roumanie. Bon, on peut en discuter. Mais ils vont beaucoup au Royaume-Uni. Donc, il y a beaucoup de Roumains qui étudient dans des universités, pas forcément Oxford et Cambridge. On en a, puisque bon, là, c'est dur à rentrer. Mais après, à Manchester, à King's College, un peu partout. Donc, il y a des Roumains qui ont un bon niveau. Et après, ils ne sont pas tellement motivés de rentrer en Roumanie, puisque, bon, ils savent un peu trop. Ils sont c'est parfois effrayant pour les gens qui sont restés là-bas. Et après, bien sûr, il y a le mirage des États-Unis. Donc, il y a une association qui s'appelle la Ligue des étudiants roumains à l'étranger, qui est assez forte et qui est présente un peu dans toutes les universités des États-Unis, de premier rang. Et très peu d'eux sont motivés de rentrer, puisque la plupart d'eux auraient du mal à faire des choses de haut niveau en Roumanie. Par exemple, disons qu'ils se spécialisent. Moi, j'ai des copains à moi qui ont fait des études aux États-Unis et ils devraient travailler dans un labo haut niveau qu'ils retrouvent aux États-Unis. Donc, ils pourraient peut-être pas même en France retrouver un tel labo. Donc, ils sont partis dans une boîte pharmaceutique il est professeur, il travaille sur des projets très, très, très à point, mais bon, après, c'est la loi de la demande et de l'offre. Merci beaucoup, Yann. On a d'autres questions dans le chat, on les gardera pour la fin si ça vous convient, afin qu'on puisse bien garder en termes de timing de 15 minutes par panéliste. Merci beaucoup. Je vais passer maintenant en Grèce, à Athènes. Julie, alors, comment ça se passe? On voit la Grèce du côté, la France, on a le côté très touristique, on voit les îles, voilà. Bon, j'imagine que la situation est un peu compliquée. Comment ça s'est passé? Enfin, comment s'est déroulée l'année l'année 2020, tant pour vous que pour les Grecs? Alors, le premier confinement, étonnamment, enfin, c'est vrai que l'image de la Grèce est très touristique, la plage, le soleil, etc. Mais il y a aussi un peu le côté noir qui est les conséquences de la crise financière, évidemment, et les problèmes structurels qui existent au niveau des institutions. Et étonnamment, du coup, lors du premier confinement, les autorités ont agi très vite. Ils ont vraiment anticipé le fait que le système de santé est extrêmement fragilisé. Et donc, du coup, ils ont tout fermé très vite. Il y avait très, très peu de cas. Ils ont vraiment tout bloqué. Donc, ça a été très bien reçu par les Grecs qui aussi ont vraiment tout respecté, voilà, dans un souci d'éviter d'avoir un débordement sanitaire. Voilà, donc c'était un des premiers pays de l'Europe, un bon élève pour une fois. Et ils ont profité du coup de ce confinement pour passer beaucoup de réformes structurelles au niveau de la santé, au niveau du digital, pour essayer de combler les lacunes, entre guillemets, que traînait la Grèce depuis plusieurs années. Vraiment dans une volonté de moderniser le pays et de vraiment prendre un virage pour s'en sortir tant financièrement que sanitairement. Donc voilà, le premier confinement a été vraiment strict, mais plutôt bien géré. Dans un but aussi, évidemment, de pouvoir tout rouvrir en été pour les touristes, parce qu'évidemment, l'économie grecque dépend, alors je ne sais pas à combien de pourcents, mais c'est vraiment dépend énormément du tourisme. Et justement, avec cette pandémie, ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas compter que sur le tourisme pour s'en sortir. Donc en été, voilà, tout a été réouvert plutôt de façon normale. Il y a eu beaucoup de Français. Je crois que ce sont les premiers visiteurs d'Europe qui sont venus à Athènes, ou dans les îles en tout cas. Est-ce que ça a eu un impact sur la suite, du coup? Voilà, alors après la question, est-ce que c'est les touristes ou est-ce que c'est tout simplement que la pandémie a redémarré un peu partout? On a eu une remontée du coup des cas normalement en automne et on est en lockdown depuis le 6 novembre. Donc c'est un confinement, un deuxième confinement qui n'a jamais arrêté entre deux. Ok. Voilà, alors c'est quoi les conditions du lockdown? Alors celui-là est un peu plus souple que le premier, mais il reste quand même assez
pas problématique, mais contraignant, puisqu'on ne peut pas sortir de sa municipalité. Bon, après, comme la Grèce est assez géographiquement éparpillée, mais comme la moitié du pays vit à Athènes, hein, concrètement, donc ça a quand même posé pas mal de problèmes, puisque beaucoup de jeunes, notamment, vivent à Athènes, puisqu'ils ont du travail à Athènes, mais leurs familles vivent dans les villages ou dans les îles et n'ont pas pu les voir depuis novembre. Du coup, même pendant les fêtes, c'est resté bloqué. Donc ça a posé pas mal de problèmes. Ouais. On a le couvre-feu, évidemment. On doit envoyer une attestation de sortie à chaque fois qu'on sort, même en journée. Donc voilà, ça reste assez strict et ils ont prévu de rouvrir en avril pour une ouverture au tourisme international le 15 mai. Mais c'est assez étonnant de recevoir ce genre d'anticipation d'ouverture, étant donné que, comme beaucoup de pays européens en ce moment, on a une flambée des cas comme on n'en a jamais eu et le système hospitalier est totalement saturé. Donc voilà, on va voir ce qui se passe. Mais ça a été bien géré au début et ensuite c'est parti un peu dans tous les sens. Ok. Du coup, en France, on a vu une généralisation un petit peu du télétravail. Pas que toutes les entreprises en France et les administrations soient équipées pour le télétravail, mais en tout cas, il y a eu des mesures qui ont été prises. Comment ça s'est passé pour la Grèce? Est-ce que déjà aussi l'État a mis des moyens, a réinjecté un peu des moyens pour qu'il y ait une généralisation du télétravail? Oui, alors pendant le premier lockdown, évidemment, c'était le travail obligatoire. Ensuite, on est à 50% dans les entreprises privées et il me semble dans le public, ça doit être 60% obligatoire des personnels en télétravail. D'accord. Et la Grèce mise beaucoup depuis quelques mois sur les digital nomades, c'est-à-dire les personnes, notamment les start-upers ou les personnes qui sont à leur propre compte ou qui travaillent dans le digital pour qu'ils puissent travailler de chez eux d'un peu partout. Donc voilà, ils essaient vraiment d'attirer du monde comme ça et aussi de renverser la fuite des cerveaux. Comme disait Lyon, il y a beaucoup de Grecs qui sont partis de Grèce parce qu'ils avaient beaucoup plus d'opportunités professionnelles. Et donc là, ils essaient de les rapatrier en Grèce en disant mais vous pouvez travailler de chez vous, c'est formidable, vous pouvez travailler de votre île, ça pose aucun problème. Voilà. Donc oui, ils mettent vraiment le paquet là-dessus. Cette volonté, elle est du coup de réattirer les jeunes Grecs. Ça s'applique également aux étrangers ou moins? Aussi, oui. Ouais. C'est surtout dans un but d'investissement, je pense. D'accord. Mais voilà, ils font vraiment une volonté de montrer que le pays est moderne, que le pays est dynamique, puisque juste avant la crise sanitaire, en fait, il y avait vraiment une croissance qui était en très bon état. Le taux de chômage avait vraiment baissé. Et la crise est venue un peu bousculer tout ça, mais même en ce moment, le taux de chômage est en train de rebaisser de nouveau. Donc, la situation était vraiment optimiste juste avant la crise, et c'est vraiment de diversifier les efforts dans beaucoup de secteurs pour prouver que c'est toujours le cas malgré le passage de la crise. Voilà. D'accord, ok. On a une question dans le chat de Bernard, mais je pense que du coup la réponse est claire. Est-ce que la Grèce a réouvert aux touristes allemands comme l'a fait l'Espagne, entre parenthèses Majorque? Du coup, non, c'est ça, hein? Alors, étonnamment, oui et non. C'est-à-dire que bien que les Grecs ne puissent pas sortir de leur propre municipalité, les vols sont quand même ouverts pour les pays européens. Par contre, il faut bien sûr, pour pouvoir rentrer, un test PCR négatif. Ensuite, on fait un deuxième test quand vous arrivez à l'aéroport et vous êtes confiné pendant 7 jours en autoconfinement. Donc, c'est quand même assez contraignant. Mais il me semble qu'il y a quelques jours, ils ont lancé une espèce de test grandeur nature où les touristes allemands, notamment, qui se sont fait vacciner, ont pu venir, il me semble, en Crète ou à Rhodes pour expérimenter justement des vacances Covid-free. Mais voilà, il est quand même possible de venir, dans tous les cas, en tout cas d'Europe, en Grèce. Mais voilà, pour le moment, si vous n'êtes pas vacciné, vous avez quand même quelques contraintes. D'accord. Alors, une question par rapport au digital nomade. La couverture réseau est-elle bonne avec toutes les îles? Et la deuxième question de François, la Grèce est un pays d'immigration forte. Comment est gérée la crise sanitaire dans les grands camps, en particulier sur l'île de Lesbos? Quel est le ressenti des Grecs à ce sujet? Oui, c'est vrai, effectivement, c'est un gros point également. Ouais.
Alors, pour la première question sur la couverture réseau, alors je ne sais pas la situation dans toutes les îles, mais en effet, ce n'est pas non plus le point fort du pays, on va être honnête. Mais voilà, ils travaillent notamment avec la 5G à développer un peu plus les infrastructures dans toutes les îles. Donc voilà, je pense que ça dépend de l'île tout simplement, mais ils font encore une fois, ils sont en train de déployer le maximum d'efforts pour attirer ces digital nomades, donc ils vont aussi améliorer les infrastructures. D'accord. Et pour la crise sanitaire dans les camps, alors ça, c'est un sujet assez brûlant qui est passé un peu à la trappe justement avec le Covid. Il y a eu l'incendie du camp de Moria à Lesbos en fin 2020, qui a un peu remué la polémique, mais il y a eu beaucoup de cas. Alors, je ne sais plus si c'était avant ou après l'incendie, ce qui a fait réagir du coup les ONG, etc. Parce que le gouvernement n'est pas très, comment dire, proactif, migrant-friendly non plus. Un gouvernement conservateur et ils essaient entre guillemets d'améliorer, comme je disais, ça va avec ce que je disais avant, d'améliorer l'image de la Grèce et donc du coup de cacher un peu cet aspect immigration de masse qu'ils ont du mal à gérer. La Grèce en général est quand même un pays très chaleureux, très accueillant. Il y a beaucoup d'initiatives de solidarité, d'initiatives citoyennes. Donc la population en tant que telle n'est pas comment dire, négative au sujet des migrants, sauf peut-être sur ces îles-là où il y a vraiment une surpopulation et où les camps ne sont vraiment pas du tout adaptés. Mais c'est vrai que ça a été vraiment relégué au second plan en fait, depuis le Covid, on n'en entend plus tant que ça parlait. Il y a eu beaucoup d'évacuations de camps, d'évacuations de squats, même dans le centre d'Athènes, un petit peu avant la pandémie. Donc voilà, le gouvernement essaie un peu de minimiser ou je sais pas, de mettre de côté. Donc c'est vrai que c'est de côté, voilà. Ouais. Mais en attendant, demande le support de l'Union européenne pour. C'est ce que j'allais demander. Voilà, ils s'appuient beaucoup sur l'Union européenne là-dessus. C'est pas très clair encore, c'est assez flou. On ne sait pas trop dans quel sens ça va aller. Aussi, la situation avec la Turquie n'est pas du tout aidante. C'est vraiment une crise. Est-ce que vous pouvez dire 2 mots peut-être pour nos spectateurs sur la situation avec la Turquie, rapidement? Alors, comment dire, la situation avec la Turquie, c'est assez historique. De manière générale, ce sont 2 pays qui ne s'entendent pas pour des raisons historiques d'occupation sous l'Empire ottoman et de génocide, entre autres. Et voilà, de manière générale, ils ont du mal à trouver des compromis et le sujet des réfugiés, notamment, est un peu une sorte de, comment dire, catalyseur. Voilà, la Turquie se sert des réfugiés pour avoir ce qu'elle souhaite et la Grèce fait l'inverse. Enfin, voilà, c'est un sujet très, très brûlant. D'accord. Et du coup, les réfugiés sont au milieu et ça bloque tout le monde. D'accord. Est-ce que la Grèce s'attend peut-être à une stratégie claire de l'Union européenne et des implications genre qu'en gros, l'Union européenne donne une ligne directrice et qu'après, eux, ils appliquent. S'ils ont des directives claires, le gouvernement appliquera derrière? Je pense que oui. J'imagine, parce qu'ils sont quand même le gouvernement est très europhile, donc à mon avis, ils n'ont pas de problème là-dessus. Après, encore une fois, en plus, les migrants qui sont bloqués en Grèce, en général, ne veulent pas rester en Grèce. Donc, de toute façon, leur volonté, c'est d'aller en Europe de l'Ouest ou en Europe du Nord. Donc, voilà, le problème est surtout de les relocaliser et de leur donner des conditions de vie dignes en attendant quand ils sont bloqués dans ces camps-là. Mais la politique du gouvernement est assez dure par rapport au gouvernement précédent, en tout cas. Et pour le moment, malheureusement, avec le Covid, ça reste vraiment en second plan. D'accord. Alors, une dernière question et après, je te repasse la parole, Olivier. Alors, du coup, qui était... Ouais. Et il y a 2 autres questions qu'on gardera pour la fin. Donc, est-ce qu'il est vrai, malgré les accords de Dublin, c'est l'Union européenne qui devrait aider dans les camps? Est-ce que c'est le cas? Car il est vrai que malgré les accords de Dublin, Alors, j'imagine que oui. Je ne connais pas exactement le contenu de cet accord-là, mais
il était normalement prévu que certains pays accueillent un certain nombre Oui. de migrants. Alors après, là, je sais qu'il y a eu un vol il n'y a pas longtemps, mais c'est vraiment des chiffres tout petits. C'est un gros titre, hein, 100 migrants quittent Lesbos pour l'Allemagne, mais 100 sur des milliers. Donc c'est vrai que ça reste assez dérisoire. D'accord. Ok. Bon, du coup, ça veut dire que la crise a ralenti les choses. Il faut espérer que la sortie de crise permette de reprendre le cours un peu qui était précédent pour endiguer cette crise. Exactement. Bon, on gardera les deux autres questions pour la fin. Olivier, Oui, je te repasse la parole. Merci notre dernier Anaïs. panéliste. Et puis merci Julie, parce qu'effectivement, on voit que quand on commence à ouvrir la boîte de la Grèce, forcément, les gens vont s'intéresser. Alors typiquement à la question de l'immigration et à la question du tourisme, mais il n'y a pas que ça. Donc tu étais la bienvenue pour expliquer aussi la vie quotidienne, savoir s'il y a eu un premier, un deuxième confinement. Et je vais avoir le même type de problématique avec Fernando, c'est-à-dire que l'image du Portugal en France est peut-être vécue à travers le prisme du tourisme, mais je voudrais vraiment nous recentrer sur le Portugal en tant que tel. Alors, on va répartir notre quart d'heure parce que le Brésil, c'est aussi terriblement intéressant. Et tu connais aussi bien le Brésil que le Portugal. Donc, tout de même, nous faire une petite photographie d'abord du Portugal, nous rappeler, et peut-être je me trompe, je dis 10 millions d'habitants, 10 millions d'habitants, une structure qui, contrairement à la Belgique, est une structure nationale. Donc, une crise sanitaire est gérée au niveau national. Le Portugal n'est pas seulement un pays de tourisme, c'est le Portugal, pays des Portugais. Et donc, peut-être tu peux nous expliquer cette crise sanitaire, comment elle est arrivée, comment elle a été gérée, un petit peu tes impressions. Et donc, on va rester quelques minutes sur le Portugal. Après, nous partons au Brésil. Bien, 10 millions, comme tu as dit. Les grands chiffres de la crise sanitaire sont 820 000 de cas, de personnes qui sont avec le Covid. Le numéro de morts, presque 17 000. Dans ce moment, la courbe est très favorable et nous avons personnes internées 600, oui. Et dans les unités d'aide intensive, je ne sais pas comment se dit en français, qui sont à une approche spéciale, 130. Et le chiffre d'hier, la moyenne de nouveaux cas est entre 300 et 500. Et le numéro de morts par jour entre 5 et 10 à ce moment, qui, comme j'ai déjà dit, nous sommes heureusement dans la courbe descendante. Donc c'est mieux, la situation est meilleure. C'est pas ce que j'ai lu dans les journaux français qui disaient que c'est plutôt pire actuellement. Oui, parce que nous, après la première confinement, pendant l'été de l'année passée, surtout dans le Noël, il y a la libération desse confinement et ça a donné une situation dramatique, surtout dans les mois de janvier et février de cette année. Je vais dire les choses différemment. Les Portugais ont été tellement généreux qu'ils ont ouvert les frontières à tout le monde. C'est un petit peu la même histoire que d'autres pays du sud de l'Europe. Vous avez été généreux et vous avez besoin des revenus du tourisme, mais après, le résultat n'était pas bon.
Oui, mais c'est vrai que le tourisme n'est pas revenu d'une manière fondamentale. La crise de la deuxième vague a comme cause principale le comportement des personnes, des Portugais, qui pensent que le Covid est déjà contrôlé, il n'y avait pas de problème. Et dans les fêtes de Noël et de la fin de l'année, dans notre culture, les familles font des grandes fêtes et ça a donné beaucoup de transmission d'infection. Et dans ce moment, après les renforcements des mesures de confinement, nous sommes heureusement dans une situation plus favorable. Il y a je ne sais pas comment se dit en français, indice, Olivier, un indice ou un indicateur? Indice de transmission, de transmissibilité, qui nous semble en ce moment 0,81. Et ça, c'est un chiffre raisonnable parce que la limite acceptée, c'est 1. Et la pourcentage d'infection par 100 000 habitants, en ce moment, est presque 70. Donc, la situation, dans ce moment, est contrôlée. Bon, merci. Tu réponds aussi à Bernard qui nous posait les questions. Je ne veux pas qu'on reste trop sur les chiffres, mais tu confirmes bien tout de même une évolution plutôt favorable. Oui. Oui. Je ne peux dire, je n'ai pas la même vision optimiste au niveau de la situation économique et sociale. Parce que dans ce moment, la situation commence à être bien compliquée. Je ne sais pas si oui, parlons de l'économie et du social, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la crise sanitaire dans les autres pays, c'est bien le sujet qui nous occupe, mais ce qui nous intéresse aussi, ce sont les conséquences sur l'économie et le social. Comme la Grèce, le Portugal a eu des phases de fragilité, mais en même temps, on était content de la renaissance portugaise. Mais maintenant, avec cette crise, qu'est-ce que tu vois dans la suite? Oui, le déficit de l'année passée a augmenté vers 5,7%. Le chômage sont les chiffres de l'année dernière. Le chômage a resté à 7%, mais en ce moment, il est plus grave. Et le PIB a augmenté brutalement, voire 168%. Et en général, l'activité économique dans l'année dernière a tombé presque 8%. L'activité des entreprises, d'une façon générale, au niveau des diverses tranches, a tombé plus que 15%. Et les branches, les secteurs d'activité plus atingés par la crise sont au niveau de l'industrie, l'industrie des chaussures et des vêtements. Et donc, tu peux répondre sans doute aussi à la question qui nous est posée. Est-ce qu'entre le nord et le sud du Portugal, les situations sont très différentes? Tu demandes au niveau économique? Oui, au niveau économique notamment. Il n'y a pas une différence fondamentale.
dans le sud-sud, la situation est bien compliquée parce que la région d'Algarve vive pratiquement du tourisme. Et le tourisme a tombé presque 70%. C'est brutal. Le nord, le tourisme est plus faible et l'industrie est plus forte, donc la situation économique est un peu mieux. Il y a même eu des petits miracles portugais. En France, on vante, par exemple, les mérites de ceux qui fabriquent des vélos. Bon, c'est peut-être une niche, hein, mais il y a quelques exemples de gens qui sont en plein boom économique, mais c'est une exception. Oui, oui, c'est vrai. Et donc, il y a dans ce moment un renforcement des plans, de nouvelles mesures économiques, soit au niveau du chômage pour aider les personnes qui sont dans le chômage, soit des mesures d'aide aux entreprises, surtout à petites et moyennes entreprises qui sont plus que 80% de l'activité économique portugaise. Le plan d'aide européen va être bien important pour superer la situation actuelle. On peut dire que beaucoup de personnes commencent à être préoccupées parce que la mémoire des années passées, la grande crise qui nous et la Grèce et l'Irlande, l'Espagne, etc., que nous avons passé, on doit avoir l'espoir qu'on peut récupérer toute cette situation. Heureusement, au niveau politique, nous sommes dans une situation stable. Il y a une opposition qui est dynamique, mais pas de crise politique. Et au niveau des mesures principaux, soit le président de la République, soit le gouvernement, soit le Parlement, soit l'activité des partis politiques, reste dans une situation favorable à trouver des solutions pour le pays. Et puis on va donner un coup de chapeau au Portugal qui a la présidence du Conseil de l'Union européenne jusque pour le moment. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Avant de partir au Brésil, je prends une dernière question sur le Portugal. Bon, on ne peut pas parler de toute l'économie portugaise, mais François voit le Portugal, et il a raison, comme un grand pays de pêche. Est-ce que tu penses que, par exemple, les pêcheurs continuent leur activité malgré le coronavirus? Oui, c'est parce que l'industrie, en général, reste à travailler. Et l'agriculture aussi, et la pêche aussi, parce que la demande reste bien favorable et toutes les entreprises de cette branche sont en activité, en forte activité. Bon, merci beaucoup. Je te garde juste pour deux questions sur le Brésil, puisque on a la chance d'avoir un Portugais qui va au Brésil de temps en temps. On commence tout simplement par la mobilité. Tous ceux d'entre nous, mais on le sait, qui doivent aller d'un pays à l'autre pour des raisons pas seulement touristiques, mais familiales ou professionnelles. Actuellement, des Portugais, et il y a beaucoup de contacts entre le Portugal et le Brésil. Quelle est la situation pour les Brésiliens qui veulent venir au Portugal ou les Portugais qui veulent aller au Brésil? Bien, il y a quelques restrictions, mais pas pour les citoyens. Par exemple, si je suis au Brésil et si je trouve un vol pour Lisbonne, je peux entrer au Portugal parce que je suis citoyen portugais. De la même façon, on peut aller
de Lisbonne à São Paulo, au Rio de Janeiro, si je trouve un vol disponible parce que j'ai au Brésil autorisation de résidence permanente. Mais au niveau de la politique de frontière portugaise, le Brésil est fermé. Il n'y a pas de vol direct entre Portugal et le Brésil. Mais on peut aller par la Air France, Lisbonne-Paris, Paris-São Paulo, ou par la KLM à travers Amsterdam, n'est-ce pas? Donc, il y a toujours la possibilité d'arriver, de circuler entre les deux pays. En tout cas, il n'y a pas, il faut avoir nationalité ou autorisation de résidence et il faut avoir un billet d'aller et retour. D'accord. Bon, je vais terminer notre quart d'heure avec une question un petit peu générale sur le Brésil, parce qu'on lit évidemment dans la presse la situation tout à fait catastrophique pour les 220 millions de Brésiliens. Oui. Et on a l'impression qu'en finale, malgré toutes nos difficultés en Europe, il vaut mieux actuellement être européen que brésilien. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le Brésil? Est-ce que c'est la catastrophe totale comme on a l'air de l'entendre, ou est-ce que tout de même il y a un espoir? Quand on parle du Brésil, en quelque situation de sa histoire, on doit avoir l'espoir. Parce que c'est un pays très grand et très compliqué. Bien, je pense que je veux dire que le Brésil est très important pour l'Europe, parce que surtout pour les Portugais, les Espagnols, les Italiens, même les Allemands et d'autres Européens, à cause du changement à cause de l'histoire de l'Europe et du Brésil. Il y a beaucoup d'Européens qui habitent dans le Brésil, comme tout le monde connaît. C'est un pays très grand, comme nous savons, qui est politiquement organisé dans une forme de république fédérative, comme les États-Unis. Fédéral, oui, fédéral. Fédéral. Sont 27 États, régions. Chacun a son gouvernateur et son petit gouvernement, l'exécutif, et un parlement régional. Et sur le COVID, la crise du COVID-19, heureusement, les régions, chaque État a une autonomie considérable pour adopter des mesures que chacun considère indispensables. Heureusement, quelques régions, beaucoup de régions, surtout les régions du Nord-Est et les régions plus développées du Sud, ont adopté des mesures de confinement. Au contraire de la position du président de la République, qui est très connu dans le monde entier, qui avait une position de négation du Covid et de ses conséquences, etc. Dans ce moment, le président de la République a corrigé un peu sa perspective, seulement parce que sa cotation de popularité commence à baisser. Donc, il a changé un peu son discours. Les chiffres qui sont connus sont terribles parce que le numéro de cas est déjà presque 13 millions et le numéro de morts sont déjà 314 000 personnes. Chiffre statistique officielle. Mais dans un pays comme le Brésil, on doit considérer qu'il y a beaucoup de situations qui ne sont pas considérées dans l'intérieur
uma grande partie do territoire, l'administration publique est très faible et c'est difficile d'obtenir, contrôler toute la situation. Heureusement, dans ce moment, le Brésil est à faire une campagne très forte de vaccination. Ils ont acheté beaucoup de vaccines, de divers types de vaccines. Un institut de São Paulo a participé avec les Chinois dans le développement de sa vaccine et ça a donné une bonne opportunité d'utiliser. J'ai vu aujourd'hui que plus que 7% de la population est déjà vaccinée. Si j'étais dans ce moment dans le Brésil, j'étais déjà vacciné. Bien. Mais cette situation, dans le Brésil, je veux ajouter un autre aspect, un autre aspect qui est bien préoccupant. C'est la variante qu'on appelle brésilienne du virus. Et cette variante est très dangereuse parce que elle est plus transmissible que le virus original. Et les études épidémiologiques ont déjà considéré que les jeunes et les personnes de moyen âge restent comme groupe de risque quand ils sont infectionnés par ce type de virus. Dans le Brésil, les personnes qui sont infectionnées par le Covid, plus que 50% sont déjà dans le variant brésilien. J'ai vu quelques jours avant une étude dans un médecin très connu dans le Brésil qui dit que comme le Brésil est un pays où il y a beaucoup de personnes et l'Organisation mondiale de santé doit observer avec beaucoup d'attention le développement du Covid dans le Brésil parce que c'est comme une bombe qui peut faire une explosion au niveau mondial. Telle est la situation de développement dans ce moment. Bon, merci Fernando. Le temps passe, donc nous allons terminer. Mon français. Non, mais ton français, il est bon. Félicitations et remerciements pour tous nos intervenants non francophones qui parlent quand même portugais ou roumain l'essentiel du temps. Nous ne prendrons pas tout. Une personne parmi les participants voudrait savoir si Lula sera élu à la place de Bolsonaro. Eh bien, on va lui donner rendez-vous l'année prochaine. Naturellement, l'actualité politique est intéressante aussi au Brésil, mais nous cherchions tout de même la vie quotidienne des gens là, dans l'immédiat. Donc, tu nous donnes un petit aperçu de la difficulté et aussi, je dirais, de la nécessité pour nous qui sommes en France de rester attentifs à ce qui se passe chez nos voisins, de rester attentifs à ce qui se passe en Europe. Et évidemment, comme c'est une pandémie mondiale, de ne pas se désintéresser du Brésil, parce que si on ne résout pas la question au Brésil ou en Chine ou en Russie, on aura une difficulté majeure. Comme le temps passe, si Anaïs en est d'accord, j'ai tendance à dire que chacun de nos 4 témoins vont bénéficier d'un joker. Ce joker va leur permettre, et on va reprendre peut-être le même tour de rôle, en commençant par Pascal, mais nous n'avons plus tellement de temps pour des dialogues, faire, je dirais, un élément de réflexion, en se disant que Pascal, toi en Belgique, tu as entendu maintenant la mosaïque à partir de la Roumanie, de la Grèce et du Portugal et du Brésil. Finalement, qu'est-ce que ça t'inspire ou qu'est-ce que tu voudrais dire et nous nous situons ici dans un cadre européen. Donc, la parole à la Belgique pour essayer un petit peu
ou quelque chose que tu voulais dire et que tu n'as pas eu le temps de dire tout à l'heure et qui te semble très important. Oh, bah, pas grand-chose, mais effectivement, comme tu le disais, l'ouverture aux autres pays et le fait que ce soit une pandémie et que bah, nous le vivons tous dans notre quotidien, mais aussi dans notre travail et on n'est pas encore tout à fait sorti des difficultés. Et donc, serrons-nous tous ensemble les coudes pour affronter les mois qui viennent. Et moi, j'étais contente de l'attitude de la Belgique par rapport au vaccin AstraZeneca, par exemple, où la Belgique, avant de crier au loup, a dit on calme le jeu, on s'apaise, on voit les études et on continue. Et je trouvais ça assez raisonnable, même si ça pose question pour certains types de populations. Donc, restons solidaires les uns des autres. Nous en avons besoin. Bon, c'est un appel bien légitime. Ben, écoute, Anaïs, je te laisse interpeller notre ami roumain et notre amie française en Grèce pour leur donner un dernier temps de parole. Olivier, Yon et Julie, après, est-ce que vous vouliez rebondir sur certains éléments, sur ajouter quelque chose? Non, je dirais pour filer sur une note un peu plus optimiste, on a passé dans telle chose plusieurs fois en Europe. Malheureusement, nous apprenons très mal l'histoire. Et, à mon avis, l'histoire a été réécrite et refaite pas mal de fois pour justifier certaines décisions. Mais finalement, il y a la collaboration qui a conduit à la sortie d'une crise et pas forcément l'isolation. C'est ça que j'ai en tête. Et on a un savoir-faire au niveau de l'Europe, mais on laisse certains intérêts nous diviser au lieu de voir les choses qui nous sont communs. Même si, bon, il y a les différences de langue, mais en termes de culture et en termes de valeurs, on est beaucoup plus similaires que les autres. Donc, je dirais qu'il faut voir les choses communes et mettre ensemble le savoir-faire et la capacité de résoudre des choses, puisque là, on passe parfois plus de temps à décider qui est le plus sage au lieu de voir comment est-ce que chacun peut contribuer. Voilà, c'est ça la proposition que je fais à tout le monde. Un message optimiste, merci beaucoup. Julie? Bah, je pense que Yon a tout dit et bien dit. Non, mais comme il disait, je pense que c'est vraiment le bon moment pour que tout le monde échange les bonnes pratiques autour de plusieurs secteurs, de mettre en collaboration les savoirs pour voilà, que chaque pays puisse en ressortir plus grand. Et voilà, pour la Grèce, je pense que j'ai pas trop d'inquiétude parce que c'est vraiment, ils sont vraiment en train de remonter la bonne pente et en s'appuyant beaucoup sur l'Europe notamment, mais aussi d'une bonne manière. Donc voilà, j'ai espoir. Merci Olivier, je te laisse reprendre la suite. Clôturer. Nous sommes presque à la fin. Je voulais avoir l'écho aussi de Fernando. Finalement, toute cette grande mosaïque, tu connais pas forcément la Roumanie, la Grèce et la Belgique. La Belgique un petit peu. Et qu'est-ce que ça t'inspire? Yeah, le monde actuel est subordiné au calcul d'utilité de la vie humaine. Et la crise du Covid-19 nous a donné une grande leçon. Après quelques années où les politiques sociales et même les politiques sur le système de santé sont à être coupées, il faut brusquement faire face à une situation de pandémie. Donc, il faut parler de ce moment des grandes politiques au niveau de la santé, de la sécurité sociale, de l'environnement, surtout. Et ça nous donne le devoir de réfléchir
au niveau de la politique européenne sur les grands risques de l'association du néolibéralisme avec la globalisation. La crise nous donne une opportunité d'approfondir une réflexion plus large sur le futur de l'humanité et sur le futur de l'Europe, naturellement. Bon, ben écoutez, je pense que cette note de sagesse va nous aider dans les temps qui viennent. Avec Anaïs, je pense qu'il est temps que je vous remercie au nom du mouvement européen de Loire-Atlantique. Merci chaleureusement à nos 4 intervenants témoins qui ont contribué tout à fait à notre objectif qui était d'avoir une petite mosaïque. Naturellement, le chat nous invite à aller dans d'autres coins d'Europe. Oui, bien sûr, pourquoi pas. Et dans le temps à notre disposition, ça nous semblait en tout cas raisonnable de nous limiter à 4 pays. Mais enfin, en tout cas, en coopération avec la Maison de l'Europe, nous étions ravis d'avoir ces témoignages qui reflètent ce que nous voulons, c'est-à-dire que l'Europe n'est pas une Europe seulement institutionnelle. Nous avons organisé au titre du mouvement européen ou à la Maison de l'Europe de nombreux webinaires pour expliquer finalement ce que l'Europe essaye de faire face à la crise et elle fait de son mieux. Mais ce qui nous intéresse, c'est aussi le quotidien et le quotidien des personnes. Donc le quotidien qui montre que nous sommes dans des situations tout de même bien similaires et qu'est-ce qu'il y a de plus similaire que la situation d'une pandémie avec effectivement des solutions un petit peu différentes, mais un appel à la sagesse qui a été exprimé par plusieurs d'entre vous. Je vais laisser le vrai dernier mot à Anaïs. Merci, merci beaucoup de vous être prêté à cet exercice. Merci à nos participants et à nos spectateurs qui nous ont suivis jusqu'au bout. On n'a pas eu trop de pertes. J'ai regardé un peu les chiffres au cours du webinaire. Donc merci beaucoup de vos questions dans le chat et de vos réactions. On est ravis que ça ait pu vous intéresser et on espère pouvoir remettre ça prochainement. On verra sous quel format et avec quel autre intervenant. Merci en tout cas à tous les 4 et merci Olivier et à la Maison de l'Europe pour cette initiative. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne continuation et une prochaine peut-être dans les endroits respectifs où vous êtes. Bon, et puis bienvenue à Nantes, à nos quatre témoins. Vous avez une invitation permanente. Ah, sans doute. Avec vous ne souciez pas, j'y tombe aussi vite que possible. Ne serait-ce que dans le cadre des activités du Centre culturel franco-roumain, Yann, on en reparlera, mais on essaye d'organiser ça. Avec plaisir. Bon, merci encore à tous. Une bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci à tous nos participants. Merci aux participants. Au revoir.